Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Thierry Pénin, journaliste et explorateur de l'invisible. Comment se libérer des esprits possessifs et des entités, une enquête paranormale aux frontières du réel. Bonsoir, bonjour Thierry Pénin. Bonsoir Joël. Après avoir fait des études de biologie à Grenoble, vous êtes tourné vers les médias, après vous vous êtes tourné vers des thérapies, vous avez fait des stages de Reiki, de mémoire cellulaire, de soins essénien avec Bernard Rouch. Après, vous avez travaillé sur des radios, ici et maintenant, BTLV. Et maintenant, depuis 2021, vous êtes journaliste à l'INRES. Comment on passe de biologie à Grenoble à tous ces sujets-là? Oui, c'est la question. Je crois que quand on fait de la science, c'est qu'on s'intéresse à des choses qu'on essaye de comprendre. Et puis quand on a fait le tour d'un certain nombre de choses, bah, on a envie peut-être de comprendre d'autres choses, des choses qui ne sont pas encore comprises. Mais je crois que c'est des profils, hein, des personnalités, des fonctionnements. Et je crois que j'ai un fonctionnement qui va toujours aller chercher des choses, des mystères. Et quand j'ai compris un mystère, bah, je passe à un autre mystère. Et quand bon, j'ai un peu fait le tour des mystères des cellules humaines, biologiquement parlant, bah, j'avais peut-être besoin d'aller chercher d'autres mystères qui ne sont pas encore tout à fait reconnus ou étudiés par la science. D'accord. Alors, il y a deux préfaces. Enfin, il y a une préface dans votre livre de David Perroux et un avant-propos de François Peignet. Vous avez investigué sur ce que l'on appelle les entités possessives ainsi que sur les passeurs d'âme. Vous parlez beaucoup de Maria Sacramento et de son mari, je pense, Joseph José. Ouais, Sacramento. José, ouais. Mm, mm. Ah, c'est parce que, en fait, ce sujet que je connaissais un petit peu nous a ouvert une émission, une interview sur ces deux personnages. euh, aux grandes capacités, Maria et José, donc, qui font de la lecture d'âme, de la libération d'âme errante, ils travaillent aussi sur les liens karmiques. Et en fait, cette émission m'a assez passionné. Moi, je teste beaucoup aussi, parfois quand j'ai des invités, bah, je teste avant ce qu'ils font, leur méthode, et ça m'a pas mal bluffé, je le raconte d'ailleurs un petit peu. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un sujet qu'on pourrait investiguer un peu plus en profondeur en étudiant d'autres livres, en étudiant d'autres cas, des témoignages, des experts. Et donc, bien sûr, bah, le livre a tourné en partie autour de leur travail à Maria et José, de ce qu'ils faisaient, de comment ils faisaient et des expériences qu'ils ont vécues à travers leurs séances. Et voilà, c'est parti de là, en fait. C'est pour ça que j'en parle pas mal dans le livre, puisque ça a été un petit peu le pied à l'étrier de ce livre. Ça a été Maria et José qui m'ont permis de le poser. Alors, Maria, ils sont espagnols, je pense, tous les deux. Et alors maintenant, ils habitent en France, mais je sais qu'ils travaillent en France, en Suisse. Voilà, Mais mais elle peut pas voilà, on les publier. voit souvent sur les salons bien-être, zen, enfin voilà. Pour son mari José, lui, il est radiesthésiste. Il n'a pas publié et vous parlez de ces abacs. C'est un mot que je connaissais pas. Dites-nous un peu Ouais. qui sont ces Euh, abacs. c'est les cadrans. Vous savez, les magnétiseurs, les médiums, ils utilisent des cadrans qui ressemblent à des camemberts, hein. C'est ça, Ouais, les abacs. On c'est appelle ça ça les les abacs. abacs. Donc, c'est des cadrans pour pouvoir avoir des réponses avec le pendule. Ouais, ouais, d'accord, je connais alors. Je vois ce que Oui, c'est. bien sûr, on connaît tous. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a un libre arbitre? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne ces entités, est-ce que tout le monde peut en avoir, même si on dit non, j'en veux pas? Est-ce qu'on a le libre arbitre de dire non? Ah oui, alors à un moment donné, on dit, faut savoir dire non, mais c'est comme dans nos relations, on a beau dire non, des fois, bah, ça reste. Ou voilà, donc non, ça suffit pas. Je crois qu'on ne choisit pas, à part peut-être avant de s'incarner, certains diront qu'on peut choisir pas mal de choses, même des expériences voilà, de parasitage énergétique, on va l'appeler comme ça aussi. Donc non, on choisit pas. C'est comme quand on tombe malade, qu'on prend un rhume, quand on prend un virus, on le choisit pas. On peut choisir d'être dans une vie sainte de corps et d'esprit. On peut choisir d'avoir une bonne hygiène de vie. Et donc, si on choisit aussi une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie énergétique, bah, on tombe moins malade. Quand on mange bien, quand on dort bien, on tombe moins malade biologiquement.
Donc, si on fait attention aussi à nous, à bien s'ancrer, à être dans le positif, on a moins de chances d'être attaqué, parasité énergétiquement. Mais bon, on peut tous y passer. Maria dit, enfin, que tout le monde peut en avoir au cours de sa vie, deux ou trois. Ils ont même eu une fois où ils ont repéré 11 entités sur la même personne. Et puis des fois, ça peut être sur une petite période de quelques mois, de quelques années. Et puis des fois, on peut se traîner une entité durant des années et des années sans forcément s'en rendre compte. C'est un peu comme un mal de dos où voilà, on vit avec. Mais là, pour le coup, on ne le sait pas forcément. Quand on a mal au dos, au début, on le sait. Après, on s'habitue, puis on oublie, mais on a toujours quand même mal au dos. Là, visiblement, à moins de gros cas, hein, énormes cas où vraiment l'entité serait vraiment aurait des influences vraiment catastrophiques, on pourrait dire, ça pourrait arriver visiblement qu'on ait tous des entités, plus ou moins, comme on aurait, je sais pas, des bactéries sur nous, hein, on en a de partout, des bactéries sur la peau, etc. Bah, on traîne avec, on le sait pas forcément. Oui, alors, je sais pas, il y en a qui s'amusent à attraper un rhume, hein. Donc, ils courent après. Et puis, il y a ceux qui ont un système immunitaire. Donc, ce qui me rassure, c'est que vous dites qu'on n'est pas obligé de les garder toute sa vie. Ça peut être un peu comme des puces. On peut avoir des puces et puis un jour, on n'en a plus. Parce que tout le monde en a eu et peut-être en aura, mais peut-être que tout le monde n'en a pas. Oui, c'est ça, faut pas voir ça comme une fatalité. On peut en avoir ou ne pas en avoir. Et puis alors, il y a l'inverse, Joël, il y a des gens qui pensent en avoir alors qu'ils n'en ont pas, hein, qui se disent, je dois avoir une entité sur moi, c'est pas Euh, possible autrement. Tout foire dans ma vie, j'ai quelque chose qui me... J'ai qui- reçu un sort. Et en fait, non, parce qu'il faut déjà toujours regarder un petit peu les raisons psychologiques, biologiques, enfin, toutes les autres raisons habituelles, s'il y a quelque chose qui cloche un peu dans sa vie. Et puis, oui, et puis des fois on en a, et puis des fois on n'en a pas. Et puis voilà, il faut pas non plus se faire des idées là où il n'y a pas de problème, quoi. Il y aura peut-être un vaccin un jour anti-entité. Une sorte de vaccin énergétique, bah, c'est un petit peu Tout le livre. quand on voit les thérapeutes qui travaillent avec de la sauge, avec des bols tibétains, enfin toutes ces fréquences aussi on entend parler beaucoup de sons, de fréquences qui nettoient les lieux, etc. Bah ouais, moi je crois à une médecine énergétique aussi, non seulement pour le corps, mais pour l'énergie globale du corps. En tout cas, en tout cas, on a tous des failles énergétiques plus ou moins grandes, donc on a tous une sorte de système immunitaire énergétique comme notre système immunitaire, on a tous un système énergétique, on va dire, de protection, mais il peut être plus ou moins dense, plus ou moins faible. Et bah, plus il est faible, plus une entité, donc une amérante, pourrait rentrer dans notre aura. Oui, puis c'est facile de dire que c'est de la faute des autres. Ah, alors ça, c'est une très bonne remarque, Joël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi dire non. Je prends toujours l'exemple d'une entité qui nous ferait picoler, voilà, qui nous ferait boire de l'alcool un peu plus que qu'il faudrait. Bah, si moi, à un moment donné, je pose pas la bouteille, il faut, voilà, c'est ce qu'explique Bernard Rouge d'ailleurs, parce que dans les soins égypto-esséniens, on a des protocoles de libération, de nettoyage énergétique. Et en fin de livre, cette partie est très intéressante également. Il explique que c'est comme une symbiose, c'est-à-dire que c'est comme un partenariat. On peut créer un partenariat avec une entité. Au départ, l'entité euh, vient manger un petit peu des mauvaises émotions, donc c'est du recyclage. J'aime beaucoup ce terme. On a du surplus, nos émotions, des peurs, de la tristesse, et l'entité vient s'en nourrir. Et puis après, à la limite, elle s'est nourrie, elle nous a dégagé, tout va bien, tout le monde est content. Elle s'en est nourrie, nous, on est nettoyé, tout va bien. Mais si nous, on continue à broyer du noir, si nous-mêmes, on ne fait pas aussi l'effort de poser la bouteille ou d'essayer de retrouver le goût de la vie dans le cas d'une dépression, d'un burn-out, etc., bah, si on ne fait pas cet effort-là, bah, l'entité, elle va se dire, oh, bah, il est sympa, lui, il me redonne de la peur, il me redonne du doute, il me redonne de l'alcool, bah, je vais rester sur lui, ce qui peut là créer une interdépendance entre l'entité et la personne biologiquement incarnée. Alors, parlez-nous un peu de Bernard Rouge. Il est toujours de ce monde?
Ah oui, Bernard, bah, ça fait 10 ans que j'étudie les soins énergétiques avec lui et les soins en particulier égypto-esséniens. Et c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de maîtres spirituels, qui parle 5 langues, qui connaît beaucoup de traditions spirituelles, donc qui a un puissant fond de connaissances dans les domaines de la spiritualité en général, de l'énergétique, de l'aura, voilà, du subtil. Et j'ai beaucoup appris avec lui et donc il connaît bien aussi ces mondes-là, les mondes subtils euh, et les myriades de populations énergétiques subtiles qui auraient dans les lieux, dans les forêts, dans les bâtiments, voilà, des populations diverses et variées avec qui nous cohabitons finalement. Et son enseignement, il dure longtemps? Alors la base, c'est 3 ans. C'est comme un tronc commun de 3 ans, puis après on peut continuer avec des spécialités diverses et variées. Bon, ben c'est quand même 3 ans. J'avais l'impression de faire médecine avec lui. C'est vrai, j'ai fait de la biologie, je me disais, ah, j'aurais bien aimé faire médecine. Puis moi, j'ai l'impression qu'on apprenait des cours, c'était comme des cours de médecine, parce qu'on étudie aussi beaucoup de choses à travers ces soins égypto-esséniens. Donc j'étais très content de faire médecine d'une autre façon. Est-ce qu'il a publié un livre, lui? J'ai publié un livre sur le pardon, notamment sur le pardon, qui est assez beau. D'ailleurs, je l'ai interviewé récemment. On a mis en ligne sur Inexploré via l'INRES un podcast qui s'appelle Que fait l'âme pendant la nuit, où il intervient, où il explique bah, que l'âme a des activités nocturnes pendant que nous on fait dodo, pendant que notre corps se repose. Bah, l'âme a des sortes d'activités, voilà, de reconnexion avec d'autres choses. Elle fait son travail pendant que le corps se repose. Non, Passionnant. ça, je veux bien croire qu'on a une double vie, hein. Enfin, je suis à peu près persuadée que la nuit, on apprend des choses, on passe des choses aussi, on peut guérir des gens, il y a des gens qui guérissent la nuit, enfin, qui m'ont expliqué que ils se mettent à guérir des gens qui connaissent pas la nuit, c'est extraordinaire. Donc, ben, c'est bien, ça sera bien d'aller écouter ce podcast. Après, vous donnez votre livre, c'est que des exemples, hein, finalement, c'est des témoignages. Vous parlez de Klaus Schrader, à Aix-la-Chapelle, qui a écouté à la radio un document qui était sur des enregistrements des voix de défunts sur magnéto, et après, il se met à faire la même chose et il entend la phrase bientôt, tu nous verras à la télé. Et quelques années plus tard, ou en 84, il voit l'image de sa fille qui est décédée à 18 ans apparaître sur l'écran d'une télé. Vous avez essayé des choses comme ça? Alors, tout ce qui est TCI, donc la transcommunication instrumentale, j'ai voulu un peu en parler parce que finalement, ce sont des gens qui essayent de capter avec de l'électronique. De rendre visible l'invisible. Ouais, c'est ça, bravo, c'est très bien dit. Et du coup, c'est pas de la science, mais c'est des expériences C'est avec des des preuves. résultats. C'est des Donc, preuves. c'est quelque chose d'un peu scientifique quand même. Donc, j'aime beaucoup cette approche où, parce que nous, on peut avoir des perceptions, on peut sentir, voir des choses, comme les gens qui voient l'aura, qui voient les détails énergétiques au-delà de notre corps. Mais là, comme c'est des appareils du quotidien qui captent des choses et donc qui nous transmettent des bruits ou des images à travers un écran, bah, moi, je trouve ça très chouette, quoi, que les gens puissent faire ça volontairement. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui reçoit un message qui a rien demandé. Là, la transcommunication instrumentale, c'est vraiment des gens qui mettent à disposition du matériel à l'invisible pour que le visible devienne visible d'une certaine façon. En tout cas, tangible. Même si c'est pas des mesures, bah, on voit bien, si je vois là, si on voit sur l'écran un visage qui apparaît derrière moi, qui ressemble vraiment à quelqu'un, bah, on se dira, bah, c'est bizarre quand même, dans cette interview, on a vu un visage qui est apparu, c'est quand même extraordinaire, c'était net, donc à moins que ce soit une pareidolie, donc quelque chose qui ressemble à un visage, mais bon, on a trop interprété, parfois on voit des résultats vraiment passionnants, extraordinaires de choses comme ça. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est bien de mettre en avant ce qu'on appelle la TCI, hein, donc la transcommunication instrumentale, qui, pour moi, ce sont des expériences quasi scientifiques qui nous montrent qu'il y a des choses.
qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais que notre électronique peut nous mettre en contact avec. Il y avait le père Brune hein, qui s'occupait beaucoup de ça. Le père Brune, Ouais, il c'est y a eu- une spécialité. Comment sait-on si on a une entité possessible en nous? Dans le bouquin, il y a toute une liste. Si déjà psychologiquement, il y a quelque chose qui va... Alors, bien sûr, toute cette liste que j'ai créée, évidemment, il peut toujours y avoir déjà une explication de base classique, une explication médicale, une explication psychologique. Mais ça peut faire partie des choses qui se disent, tiens, est-ce que je serais pas un petit peu habité? Donc, si on commence à avoir des addictions qu'on n'avait pas, si on commence à avoir des troubles de la personnalité qu'on n'avait pas, si on commence à avoir des peurs, des émotions qu'on n'avait pas, si on commence à avoir, est-ce que ça vient de moi? Ce qui est possible, hein, ce qui est possible, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur moi où je capte la personnalité donc d'une entité, d'une amérante, qui fait que je deviens un peu elle et qui fait que j'avais jamais peur sur une moto, par exemple, et puis là j'ai peur, ou dans le train, ou dans l'avion. Est-ce que ça fait partie de moi parce que, je sais pas, je vieillis, ou je sais pas, ou il y a une mémoire karmique qui remonte, hein, pourquoi pas? Ou est-ce que il y a quelque chose qui est sur moi, on dit sur moi, hein, qui est à côté de moi, et je capte son addiction, donc je deviens addict de quelque chose que j'étais pas addict. Est-ce que j'ai des tics, des tocs qui arrivent? Est-ce que j'ai des peurs, voilà, des changements comportementaux? Et puis, ça peut être des douleurs aussi. Moi, quand Maria m'a fait partir une entité, j'avais toujours mal au dos. Mon ostéo faisait ce qu'il pouvait. Mais dès lors qu'elle a fait partir l'entité, parce qu'elle m'a nettoyé deux ou trois entités, Maria, avant l'interview, bah, j'ai eu plus mal au dos. Donc, est-ce que cette douleur, finalement, n'appartenait pas à cette entité qui avait sur moi? Visiblement, c'est l'explication qu'on pourrait donner là, pour le coup. On a tous l'impression que c'est à l'intérieur, mais ça peut être à l'extérieur. Ça peut être. Moi, je me rappelle avoir été voir quelqu'un comme ça qui m'a dit qu'il voyait quelqu'un à côté de moi. Et il ne le voyait pas dedans, il le voyait à l'extérieur. Oui, on Et dit dans l'aura. Alors, l'aura, c'est plutôt. Oui, oui, c'est pas dans nous, hein, c'est pas dans notre cerveau ou à l'intérieur, hein, c'est dans notre énergie. Donc, notre énergie, elle est. On dit souvent chez les énergéticiens que l'énergie, il y a des couches d'aura, hein, les couches d'oignons, là, les poupées russes de plus en plus grosses autour de nous, qui vont à plusieurs mètres. C'est plutôt là que ça se passe. Et dans le corps physique, ça peut être aussi le fait qu'on n'a pas du tout envie de s'asseoir à côté de quelqu'un qui nous plaît pas. Il y a des gens, on s'éloigne parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne en eux, quoi, je veux dire. Euh, Alors, ça peut être leur énergie tout court, mais ça se trouve, c'est peut-être que s'ils ont une entité sur eux, c'est peut-être l'entité qui nous gêne ou la personne en elle-même. On n'a pas tous des atomes crochus, hein, évidemment. Il y a des gens avec qui on est bien sûr plutôt attiré, ça passe tout de suite, puis des gens qu'on n'a pas trop envie, avec qui on n'a pas trop envie de traîner. Ouais. alors, quelle différence entre quelqu'un qui vous jette un sort, parce que ça peut être ça aussi, hein, les gens qui se sentent envoûtés ou ensorcelés ou Ouais. identité, c'est pas forcément la même chose. Ah non, c'est pas la même chose, ouais. Ce qu'on Exactement. pourrait appeler la magie noire, qui est un autre sujet, hein, mais c'est bien de poser la question pour bien faire la part des choses. Une entité, c'est un parasite énergétique. Enfin, un parasite, c'est une âme errante, certes, qui va du coup peut-être s'accrocher à nous ou à un lieu et y rester pour ces raisons. Il y en a plein. Si on jette un sort, si on lance une mauvaise intention ou si on récite un texte d'un livre de magie noire pour envoyer une mauvaise énergie à quelqu'un, c'est plutôt comme un programme qu'on envoie. Un programme négatif, certes, mais il n'a pas d'âme, ce programme. C'est comme un virus dans un ordinateur, alors que l'entité, bah, au départ, c'est une âme, c'est une conscience. Une conscience, certes, qui n'a pas de corps, ou plus de corps physique, c'est une unité à part entière, qui est indépendante. Alors que le programme qui peut être envoyé, le sort que j'appelle programme, là, il est envoyé par quelqu'un. Il est créé par quelqu'un, ou il est récité par quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'envoyer de sort. Simplement d'avoir des mauvaises pensées, ça c'est le médium Henri Biard Chalut qui dit ça, et d'autres le disent, avoir de mauvaises pensées souvent
vis-à-vis de quelqu'un, ça crée une énergie contre cette personne. Donc même si, je sais pas, admettons, je pense à quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, je sais, peu importe si c'est personnel ou professionnel, et j'y pense souvent, je dis, euh, cette personne, franchement, et puis j'y pense souvent, si j'y pense souvent, je vais pas vouloir intentionnellement lui envoyer un sort. Mais quelque part, mes mauvaises pensées envers cette personne, si elles sont régulières, il pourrait les ressentir. On ne saura pas d'où ça vient, mais donc on dit qu'on crée une forme pensée, un égrégore. Mais bon, voilà, en tout cas, pour en revenir au... Il y a bien une grande différence entre une entité qui est une âme et un sort qui serait un programme envoyé par quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ouais, on dit aussi que c'est le mauvais œil. D'où l'importance du pardon, comme dirait Oui, notre Bernard Rouge, oui, oui. d'où l'importance du pardon, parce que tant qu'on n'est pas capable de pardonner, finalement, on se fait du mal aussi à soi-même, parce que tout ce qu'on envoie, on le reçoit. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est dur, hein, le pardon, c'est un grand sujet parce que des fois, on pardonne avec sa tête. Je dis, OK, je te pardonne. Mais c'est pardonner avec pour que ça soit pardonné avec le cœur et que ça soit vraiment. Je sais pas. Ça, il y a des interviews sur le pardon, notamment sur une explorée qui sont superbes, mais pour pardonner quelque chose de très lourd, je crois pas que ça vienne que de nous, que de notre tête, même si on voudrait pardonner à un moment donné. Le vrai pardon, le pardon ultime, il doit venir du cœur, mais c'est toujours difficile quand les gens disent oui, il faut que ça vienne du cœur. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi du cœur? C'est pas évident. Il faut que ça soit vraiment qu'on ait envie de passer à autre chose. En tout cas, vous avez raison, Joël. S'il y a un vrai pardon qui est effectué, ça libère tout le monde, hein. ouais, mais ceux qui sont pas capables de pardonner aux autres, c'est qu'ils se sont déjà pas pardonnés à eux-mêmes. Parce que c'est le pardon le plus difficile. Déjà, pardonner à soi-même, c'est quand on fait du Reiki, hein. Je sais pas si vous savez, moi j'ai fait maître Reiki. On nous dit d'abord, pratiquez sur vous-même d'abord, et puis après vous pratiquerez sur les autres. Et c'est vrai que souvent on parle du pardon aux autres parce que les autres nous ont fait des misères, ou on en a fait aux autres, mais c'est bien de se pardonner, par exemple. Moi, je pourrais me pardonner de ne pas avoir su rebondir sur des opportunités dans ma vie professionnelle. Je pourrais me pardonner des bêtises que j'aurais faites quand j'étais jeune. Enfin, voilà, je dis, j'ai pas d'exemple, là, voilà, et de se pardonner, vous avez raison, Joël, soi-même pour se libérer et plutôt avancer dans la vie et vers le futur de la vie plutôt que une partie de notre conscience ou de notre inconscient reste accrochée à des trucs où on n'est pas très fier, ou qu'on a raté, ou des actes manqués. Il faut savoir se pardonner de... Plus qu'on rentre dans la spiritualité, on se rend compte que, bon, soi-disant que quand on passe de l'autre côté, on fait une revue de vie et qu'il n'y a pas plus. On voit soi-même le bien qu'on a fait, le mal qu'on a fait. Donc, dès qu'on rentre dans ce schéma de conscience, on prend un peu conscience dans sa vie de ce qu'on a pu faire de bien et de mal. Et on a plein de choses à se pardonner à soi-même. On n'a pas toujours été à la hauteur, c'est clair. C'est pas parfait. Ah, c'est ça, mais bon, alors, c'est très bisounours ce que je vais vous dire là, c'est très spiritualité bisounours, mais c'est pas mal de le prendre comme ça, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, on fait ce qu'on peut. On est des humains, donc on a des hauts, des bas, des faiblesses et au contraire des forces. Bah, si on n'a pas eu le courage de faire quelque chose la semaine dernière, il y a un mois ou il y a 6 ans, bon, bah voilà, on avait des peurs, des doutes, on avait nos mémoires aussi, voilà, on a tous nos psychologies, notre psyché, nos blocages, nos croyances, nos non-croyances, et parfois, bah, en fonction de notre éducation, de la famille qu'on a eue, voire des mémoires karmiques, autre sujet. Mais bah oui, c'est d'où l'importance de temps en temps, pas tous les jours, pas trop se prendre la tête, mais de travailler sur soi pour se dégager peut-être ce qu'on appelle les schémas limitants, etc. Donc c'est pour la prochaine fois que je peux faire quelque chose plutôt que de ne pas le faire, ou de pas faire une bêtise plutôt que de la faire, arrêter de gamberger et de broyer du noir sur les expériences
les mauvaises expériences ou expériences négatives, ça reste des expériences. Ça se trouve, si j'ai merdé à un moment donné et que ça va m'énerver d'avoir merdé à un moment donné, j'ai peut-être merdé sur un truc qui n'était pas grave. Et du coup, avoir merdé sur un truc qui n'était pas grave, eh ben, ça me prépare à ne pas merder sur un truc qui serait beaucoup plus important la prochaine fois. C'est-à-dire, j'ai un accrochage en voiture à 20 km/h, je vais, ah, la carrosserie, l'assurance, d'accord. Mais la prochaine fois, je serai plus vigilant parce que si je fais un accrochage à 120 km/h, ça sera un petit peu plus embêtant. Donc le fait que j'ai merdé à 20 km/h, ça va me faire une leçon pour le jour où je roule un peu plus vite. Donc finalement, ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, c'est juste. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont justes, mais alors justement, c'est pour le pardon des autres, pour en venir sur le pardon. Le jour où on a pris conscience qu'on n'est pas parfait et que finalement, comme vous le dites, on n'est pas forcément responsable, on voit l'autre aussi différemment. C'est-à-dire que l'autre aussi, il est comme nous. Il a fait aussi ce qu'il a pu. C'est peut-être pas, voilà, on peut déjà lui pardonner beaucoup plus facilement. Vous parlez des lieux hantés dans votre livre, au château de Fougeray. Vous êtes allé dans ce château, le château le plus hanté de France, c'est ça? Oui, c'est un peu le slogan, ouais. C'est un peu le slogan de Véronique Geoffroy, la tenancière du château. Tenancière. Ça fait un peu bistrot, hein. Bah, c'est quand on y va, ça fait un peu, ouais, ouais, on y va pour vivre un week-end sur place, pour manger au château éventuellement, y dormir. Donc, ouais, ouais, j'aime beaucoup Là, l'idée de l'auberge. Ça fait un peu l'auberge. Il y a des gens qui vont faire des expériences là-bas avec de l'électronique. Il y a des gens qui vont peut-être plutôt en touriste ou pour, voilà, ou qui sont intéressés par tout ce qui est paranormal. Et puis, il y a des gens qui y vont pour faire aussi des veillées au Ouija, ce qui n'est pas forcément très recommandé d'ailleurs, toutes ces expériences mystiques, à part si c'est peut-être fait dans un cadre avec des connaisseurs et des experts. moi, ça me fait rire parce que je me dis, il était le plus hanté de France, mais peut-être que les gens sont repartis avec. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce qui Ah vous... oui, c'est ça. À chaque fois, hop là, c'est possible. Moi, j'ai eu, quand j'y suis allé, j'ai appelé une amie médium. Je voulais faire un contrôle quand même. Je dis, écoute, voilà, moi, je veux pas ramener chez moi un truc qui vient de là-bas. Alors, voilà, j'ai fait faire un petit test pour savoir si j'avais pas embarqué un petit fantôme du Oui, Fougeray bah oui. avec moi. Mais c'est possible, ouais, c'est possible. Alors, on va parler justement de ce qui peut se passer pendant le sommeil. Vous dites que pendant le sommeil, on est relativement protégé par je ne sais quoi, c'est dans votre livre, mais qu'il ne faut pas mettre un miroir dans sa chambre. C'est une recommandation qu'on entend souvent. Alors, entre ce qu'on entend souvent et la réalité, moi, j'ai pas toutes les réponses, hein. Mais on dit que les miroirs seraient comme des portes vers d'autres. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai pas étudié en profondeur ce sujet, mais sachez que moi, quand il y a un miroir dans une chambre, bah, j'ai tendance plutôt à mettre une petite serviette ou un drap dessus par précaution. Alors après, est-ce qu'on se fait des histoires, pas des histoires? C'est un sujet vraiment intéressant de ces portes vers l'invisible. Ces portes, voilà. Qu'est-ce qui est une potentielle porte à ne pas ouvrir parce qu'on ferait rentrer du bas astral ou des mauvaises énergies? Est-ce que les miroirs en feront vraiment partie? Bon, bah, j'ai tendance à croire que oui. Voilà. Je ne sais plus dans quelle religion, quand quelqu'un meurt, on couvre tous les miroirs dans la maison. Peut-être pour qu'ils ne reviennent pas, je ne sais pas, mais tous les miroirs sont couverts. Ouais. Et voilà, donc dans votre livre, on saura comment purifier et l'habitat et soi-même. Il y a beaucoup d'histoires. Quelle est l'histoire qui vous l'a le plus marqué dans votre vie? Là, celle qui me vient, c'est une histoire de Maria et José. Je crois qu'elle s'intitule Ils poussaient les filles d'un pont. Enfin, si vous voulez, je peux même vous la lire, mais l'histoire, en gros, en synthétique, c'est que c'était une âme errante qui avait eu des râteaux par les nanas, en gros. Excusez-moi si je transforme l'histoire à ma façon, mais en gros, pour donner en substance.
Et donc, quand il est devenu fantôme, quand il est devenu âme errante et qu'il n'est pas allé ailleurs et qu'il est resté sur la terre ferme en tant qu'esprit, eh bien, visiblement, ce qu'il faisait pour se venger, il, quelque part, il hantait les filles en ville, notamment, puisqu'il y a des ponts dans cette histoire. Donc, souvent, des ponts, c'est plutôt en ville, comme les ponts à Paris ou à Lyon, pour les faire passer au suicide. Cette entité-là, pour se venger des râteaux qu'il avait pris de son vivant par les filles, poussait les filles à se suicider des ponts. Ça, c'est des histoires un peu flippantes. On se dit, tiens, les amérantes ont quand même auraient quand même, je dis auraient, parce que voilà, hein, on reste dans du témoignage, c'est pas, il y a pas de preuve de ces témoignages-là, à part ceux qui les racontent, mais les entité auraient donc quand même de pousser des gens au suicide et il y a des gens aussi qui disent que les entités peuvent nous pousser nous-mêmes à l'attaque d'autres personnes, à pousser au crime. Ça se trouve, des personnes, les criminels de notre société, certains, est-ce qu'ils ne seraient pas un peu habités? Ça ne veut pas dire qu'on les excuse, mais est-ce que ce serait pas une partie d'eux qui n'est pas eux, qui les a poussés à mettre un coup de couteau à quelqu'un dans la rue? Maria et José Sacramento Sacramento. sont appelés des libérateurs de karma. Donc, est-ce que ce serait pas une histoire de karma? Et finalement, je t'ai tué dans une ancienne vie, je te tue dans la nouvelle. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est pas aussi tout ça lié à des règlements de compte? Voilà. Dans notre vie, on est venu expérimenter certaines choses et parfois, oui, dans une autre vie, euh, j'ai trompé une nana, eh ben, dans cette vie, je vais me remettre avec elle, puis c'est elle qui va me tromper. Par exemple, tout bête. Comme ça, chacun a fait l'expérience de tromper l'autre et de se faire tromper. Mais c'est une bonne expérience parce qu'en fait, on est censé tout vivre à 360 degrés, les bonnes comme les mauvaises expériences. Ça va s'arrêter quand cette histoire? On sort du cycle du samsara, hein, comme certains l'appellent, du cycle des réincarnations. On a tout vécu, tout fait et tout corrigé, tout pardonné. Quand on est ouais, pur, je dirais pas pur, ouais, ouais, que c'est la grande question, hein. Pour arriver à se libérer de tout ça, il faut déjà se libérer des esprits possessifs et des entités. C'est le titre de votre livre aux éditions Exergue. Vous vous appelez Thierry Penin, on dit Penin, Nain, ouais, N-I-N. Je pense que vous avez plein de trucs Instagram, YouTube, Facebook, enfin tout. absolument. Pour les gens qui y croient ou qui y croient pas, ça peut vous aider à être seul. Parce que l'intérêt, c'est que si on veut avancer, ben, il faut avancer seul sur cette route. On n'est pas obligé d'avoir toute une tripotée de trucs qui nous squattent. Voilà, si c'est là, ça a été là à un moment donné, bah ça a été là à un moment donné, comme un rhume, mais on est plutôt censé être en bonne santé, biologiquement comme énergétiquement, bah, pour vivre notre vie un peu plus sereinement et un peu plus, ouais, ouais, ouais. Donc, on n'est pas censé avoir des entités sur nous, et ces entités, ces amérantes, ne sont pas censées rester à vitam aeternam, là où elles devraient pas être non plus. Ouais, c'est ça, le jour où tout le monde sera dans la lumière, et ben, il n'y aura plus d'ombre. Ben voilà, peut-être que voilà, ce sera quand on sera tous réunis, on fera tous une grande et belle lumière et il y aura plus d'ombre peut-être. Merci beaucoup Me- Thierry, parce que voilà, Merci, c'est la fin. merci Joël.